Le meilleur de la radio, 90.3. Ringo, directeur général Lassar, j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Quest, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI, j'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF, j'écoute Business Mag sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Kalsomba. Le manque d'infrastructures dans nos pays, quelles conséquences sur nos économies? Quels sont les facteurs explicatifs? Comment corriger tout cela? Ibrahim Ndiaye, économiste, répondra à toutes ces questions ce samedi de 11h à midi dans Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Les infrastructures, d'une manière générale, jouent un rôle essentiel dans le développement économique et commercial des pays et pourtant dans le bien-être de leur population. Par exemple, pour produire des biens et des services, les entreprises dépendent des transports qui leur permettent d'obtenir des matières premières, de la main-d'œuvre, de l'énergie pour parvenir les biens manufacturés, les produits agricoles et les services aux consommations locaux et aux marchés internationaux. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui comme thème central le manque d'infrastructures, les causes, les conséquences sur nos économies et comment rectifier tout cela. Pour en parler, le professeur Ibrahim Ndiaye, économiste, analyste des données statistiques et économétriques, est là pour en parler. Le docteur Modou Dieng a été annoncé, mais il a un contretemps indépendant de sa volonté. Bonjour Ibrahima, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un plaisir de venir aujourd'hui partager cette émission avec vous. Et émission, je pense, d'un intérêt capital parce que parlant de thèmes d'actualité, parlant de thèmes d'économie, et je pense que tout est question d'économie. J'ai tendance à le dire et je le dis le plus souvent aux étudiants que tout est question d'économie. Vous avez vraiment raison. Alors, pour camper le débat, professeur Ibrahim Ndiaye, nous allons voir à la loupe la situation de nos infrastructures. Le transport ouvre le bal. Historiquement, de bonnes infrastructures de transport, services et bien doté en termes de transport et d'infrastructures. Pour les ne pourrait prendre à problème. Hier, c'est tout au sein de
va pour que l'émission et maintenant ça est à l'extérieur parce que je rappelle que l'économie c'est global. Donc ça toute marchandise au niveau de temps donc toutes les grandes personnes ceux qui sont réactionnés avec tout ça. De 1000 km sur 5 conclusion. Est-ce que moins à mettre loin de là. Et voilà, bien, il faut accepter. Par exemple, c'est l'autoroute. L'autre même, il a quitté Dakar 2 heures temps. On peut les infrastructures demeurent encore un par le côté que dans cette a écrit quoi on se doit exogène où on prend les modèles dans nos pays qui sont en tant dès que c'est comme qui nord les gens ou bien qui fait plus de 5 mais en compte ce qui Dakar est ce que du voilà les conséquences de simplement avec c'est plus l'état doit d'abord
Pourquoi dans le réseau en Afrique de l'Ouest, des réseaux routiers. Donc, avantage à faire doter cela. Le réseau, il n'y a pas assez. Bon, les gens sont. Il y a des marchandises pour. Comme ça, vous savez, le paiement en économie des mois. Soit le modèle keynésien ou autre, besoin, c'est besoin à cause c'est besoin sur pour un de totalement non pour on appelle stabilité prendre beaucoup de temps à des mais sur le réseau appeler venir on parle parce que si tout tout ça aussi lui périssable. Bien donc, sûr. si on plus oui. Mais vous c'est ce qui est grave au manga acheté à 200 ou 300 conseil il ne on pourra dépasser et c'est ça avant réel non que écouler tout à l'heure dans le contexte de préservation de la planète et de lutte contre
difficile pour dans cette télé à la veille de regarder, on a de se connecter et tout en train de ici, c'est on a versé sur le port de la Sénélec, une bonne partie de produit notre donner rien gaz, j'imagine de avec la une question comme ou pas où j'explique de la place venir, c'est dans voilà une bonne région et dans cette région là un tiers de le voilà, mais on a même les gens pour donner afin qu'on tout simplement toutes ces en énergie vraiment surtout en pour vous dire que peut pouvoir je vois ça centrale de Talienne, la cérémonie du temps de la localité de pas les en matière de préoccupation sont des pays derrière leur activité, tant que nous notre correspondant actuel on l'écoutait revenir. Sur sa président et qui lit Lyon, le est adressé jamais ces fils de paysans pour les habitants de Tivaouane avaient les attentes Odundiaï warlo dara autrement. Nous avons aujourd'hui un partenaire qui a déjà pris le devant, qui a investi aujourd'hui pour la salle informatique et je suis sûr qu'il y a d'autres besoins qui nous attendent. Déjà, les impactés vont bénéficier de surface pour la culture de maraîchage. Le parquet éolien de Taïbandiaï est installé à coût de milliards de francs CFA sur une surface de plusieurs hectares devra renforcer la Sénélec dans la fourniture d'électricité. Mais à côté, les populations impactées estiment qu'il y a beaucoup à faire sur le plan responsabilité sociale d'entreprise. Isidore
Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Isidore Alexandre Sen, merci. Monsieur Ibrahima Ndiaye, j'ai diffusé ce reportage parce que c'est pour montrer que, comme le dit l'adage, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Et apparemment, dans nos pays, la construction d'infrastructures engendre souvent de petites tensions au sein des communautés. Comment oublier le cas de l'AIBD qui a un peu retardé le projet. Et quand on parle de développement aussi, on parle de changement de mentalité. Maintenant, comment avancer, évoluer et faire de telle sorte que les populations ne soient pas impactées, trouver le juste milieu pour aller vers le développement et que personne ne soit lésé. C'est certainement le plus souvent, on a tendance à le dire, que l'être humain a peur du changement. C'est tout ça. A peur du changement. Certainement, ils vont se dire... Mais la pauvreté fait plus peur, fait plus mal. Merci. Maintenant, le plus souvent, dans le cadre des projets, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. Réellement, où les sociologues ou les psychologues sont tout simplement, ou les environnementalistes sont tout simplement associés dans l'équipe et qu'eux, ils sont chargés de sensibiliser. C'est un travail à faire en amont. En amont, c'est un travail à faire en amont. Parce que le plus souvent, quand des gens entendent des milliards et des milliards, or eux, ils n'ont même pas vu, comme disait un ami, j'ai même pas vu la queue du diable, pour ne pas parler, je tire le diable par la queue. Mais dans ces situations-là, les gens sont appelés à se révolter. Et à dire que non, on est en train de nous exploiter, ça va sortir des milliards et nous, on n'a rien vu en tant que tel. Je pense qu'un travail en amont devait se faire et essayer de discuter avec les gens parce que ça, ces centrales-là, c'est ce qu'on appelle des besoins collectifs en tant que tel. Que lorsque ça va marcher, ça va avoir des impacts positifs, ce qu'on appelle des externalités positives pour tout un chacun en tant que tel. Certainement, ils ne sont pas informés. Et pour un paysan, réellement, sa richesse, c'est la terre. Si on lui prive de sa terre, vous voyez ce que cela fait. Donc, davantage de communication, davantage tout simplement d'explication, davantage de sensibilisation. Et de mesures aussi. Bien sûr, et de mesures. Et que les engagements aussi pris, que ces gens puissent respecter ces engagements-là. Et le plus souvent, dans nos gens-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est malheureux, c'est d'habitude ce qu'on appelle les représentants de l'État, en tant que ce soit les maires ou les communes, qui se taillent tout simplement la part du lion. C'est ça le problème. Les contrats. Mais si on avait pris, moi, le plus souvent, lorsque l'information est partagée, le plus souvent, on peut aboutir à des solutions. Et que chaque individu, qu'on puisse demander même à chaque famille de déléguer un élément. Si on allait dans ce sens, je ne pense pas que ça puisse avoir des... C'est le même problème. Moi, j'ai quitté, je pense, le week-end passé, Mboro. C'est le même problème. Avec la question de l'IS, avec la question d'Autobor, c'est des problèmes. Avec la question du zircon, c'est des problèmes. Parce que la population n'est pas tout simplement... La population, tout simplement, on vous met au devant du fait. Et le plus souvent, lorsque l'individu est mis tout simplement, mis au devant du fait, le plus souvent, l'individu se révolte par tout simplement des cas. Je rappelle que vous êtes en direct sur 90.3 iRadio dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Ibrahima Ndiaye, économiste, est notre invité. De pandémie dans nos pays, l'insuffisance d'infrastructures sanitaires de dernière génération ne constitue pas un frein à notre économie et au bien-être des populations, d'autant plus qu'on sait que quand il y a propagation de virus ou d'épidémie, l'autorité est obligée d'injecter beaucoup d'argent pour enlever la maladie. Bien sûr. Merci, vous avez absolument raison. Et malheureusement, nous prions pour l'ensemble de ces pays-là qui sont affectés. Le plus souvent, quand on entend que... On parle du coronavirus, mais par exemple, le paludisme continue à sévir en Afrique. Première cause de mortalité même. Est-ce qu'on a les infrastructures qu'il faut? Vous savez, le plus souvent, selon les normes de l'OMS, il y a certaines normes en termes d'infrastructure, ratio infrastructure-population. Je donne un certain nombre d'exemples. Si on prend par exemple les données statistiques du Sénégal, où actuellement on est situé à 35 hôpitaux au niveau du Sénégal, les données de 2016, c'est-à-dire sur la situation économique et sociale du Sénégal donnée par l'ANSD. Donc, c'est des données qui sont certifiées. On est à 1450 postes de santé, 2464 cases de santé, ainsi les ratios de couverture. Regardez les ratios de couverture. Pour l'OMS, c'est un hôpital pour 150 000 habitants. Regardez si on prend le Sénégal. Le Sénégal, actuellement, on est à un hôpital pour 422 853. Conclusion. Un centre de santé
pour 50 000. Nous, on est à un centre de santé pour 49 499. Un poste de santé pour normalement 10 000. Nous, on est les postes acceptables à 10 500. 10 100. On est loin des normes internationales. Très loin même. Non, vous allez dans nos hôpitaux. Vous avez envie de pleurer. Et c'est en quelque sorte, il y a certains même qui disent qu'aller dans un hôpital, dans nos hôpitaux là, c'est véritablement mort à la limite en tant que tel. Parce qu'il n'y a rien. Je donne un exemple très banal. La question des hémodialysés, ça pose problème. J'ai regardé le doigt des hémodialysés, tu as envie de pleurer. Dans un pays, on a besoin de 65 francs fois 3. Ça signifie quoi? On a besoin de sortir quasiment 200 000 francs par semaine. Ça fait 800 000 francs. 9 600 francs l'année. Respecter ses rendez-vous en hémodialyse, ça signifie quoi? Si tu dois faire pour 10 ans, c'est 96 millions. Quel Sénégalais a cela ici? Il faut préciser que le bien-être de la population est un facteur socio-économique. Bien sûr, plus que important. Ça. Parce que non, bien sûr, bon, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne pourra pas travailler, ne pourra pas étudier, ne pourra pas faire du commerce, ne pourra pas insérer. Nous, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en bonne santé. Donc, ce qui signifie quoi? Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts. Nos infrastructures, vous allez au niveau de la maternité. Et dedans, c'est dans nos grands hôpitaux, hein, ce qu'on compte comme étant les grands hôpitaux. Et ceux qui n'en parlent même pas. J'ai eu des étudiants avec eux. Ils me disaient, Mouché, moi je suis ICP dans un village, je vais taire le nom. Il m'a dit, non, il nous arrive des fois de manquer de coton et de gants et d'alcool. Vous imaginez? On est au XXe siècle où la bouteille d'alcool peut coûter 700 ou 900. Un paquet de coton, moins de 1000 francs. Donc ça, c'est un problème de plateau technique. De plateau technique avant même de parler d'infrastructure en tant que tel. Donc, c'est des efforts. On est loin encore des ratios parce que lorsqu'on parle de 150 000, nous, on est à 400 000, ça pose problème. Maintenant, bon, les gens sont en train de faire, et malheureusement, ce que j'ai constaté en lisant même, bon, actuellement, on parle de programme budget. Malheureusement, dans tout ce qui est programme budget au niveau du ministère de la Santé, je n'ai malheureusement pas vu des rubriques où on doit faire beaucoup d'investissements par rapport à ces infrastructures-là. Or, dans un pays, si ces besoins, je rappelle encore, la santé, c'est des besoins primaires, si l'individu ne parvient pas à se soigner, si l'individu ne parvient pas tout simplement à aller à l'école normalement, on ne pourra jamais parler. On n'est même pas dans l'étape de take-off, comme disait l'autre, en termes de développement. Quels sont les mécanismes et les leviers que vous préconisez pour qu'on corrige tout cela? Maintenant, les mécanismes et les leviers pour corriger tout cela, le plus souvent, ça, je le disais tantôt, c'est des modèles de développement. Et c'est concrètement le secteur des infrastructures sanitaires. Que ce soit pour les infrastructures sanitaires, c'est qu'on puisse avoir un... Lorsque le président Macky Sall faisait des déplacements, des tournées autour dans chaque zone et avait préconisé disant quoi, que pour chaque zone, le gouvernement allait injecter un nombre de milliards pour une certaine période. Je ne pense pas qu'actuellement, que peut-être un hôpital de type 3 ou de niveau puisse coûter plus de 20 milliards. Je ne pense pas. Or, si l'objectif pour chaque année qu'on puisse, on a peut-être 14 chaque année qu'on puisse, ou bien pour chaque année qu'on puisse avoir comme objectif de créer un hôpital de niveau 3 tout simplement, dans une zone donnée ou bien dans une région donnée, on le fait pour 5 ans, quasiment, vous voyez ce que ça fait. On le fait pour 10 ans, vous voyez ce que ça fait. On risque de parcourir tout le Sénégal. Ça demande une volonté politique réelle, avec des objectifs très réels, et seuls, tout simplement, qui peuvent nous garantir qu'on puisse développer cela. On ne peut pas parler d'infrastructures sanitaires sans parler de laboratoire. On ne peut pas parler de laboratoire sans parler de recherche. Dans la recherche. Et parler aussi de la fabrication de médicaments sur place. Parce qu'on connaît... est très cher. On importe presque quasiment tous nos médicaments. Je faisais un cours sur ce qu'on appelle la relation économique internationale et les gens ont constaté quoi? On constaté que les États qui réellement avaient ce qu'on appelle assez de ressources en capital importaient,
faisait appel tout simplement à la main-d'œuvre internationale, à la main-d'œuvre extérieure pour pouvoir tout simplement venir au niveau des États-Unis pour satisfaire un certain nombre de besoins. Les gens étaient étonnés en tant que tels. Mais si vous remarquez, il y a certains secteurs où on a besoin de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qualifiée. De la main-d'œuvre qualifiée. Transfert de compétences, oui. Bien, regardez, nos meilleurs professeurs sont en train de partir. Hein? Ils vont partir. Parce que quoi? Vous êtes professeur, on ne vous met même pas dans les dispositions de pouvoir. Le professeur Daouda le disait, c'est énorme, c'est extrême. Or, il fait partie des meilleurs. On a les meilleurs professeurs, mais lorsque ces professeurs ne sont pas mis dans des conditions idéales pour pouvoir faire de la recherche, ils sont appelés tout simplement à être dans le privé ou bien à partir tout simplement. Et là, lorsque ce qu'on appelle, ça c'est des fuites de cerveau, et les conséquences c'est quoi? On sera toujours dépendant, on aura toujours ce qu'on appelle un développement exogène tiré de l'extérieur, et on sera surtout une société de consommation parce qu'on sera même incapable de tout simplement produire du paracétamol. Et ça pose problème. Ça pose problème. Un autre point, le sport, un puissant levier de développement économique. J'avais reçu le professeur Abdoulaye Sarro qui a attiré mon attention en me disant, Oumou, regardez, ce sont les pays qui détiennent du pétrole et du gaz qui organisent les grands événements sportifs. Merci. Donc le sport aussi est un puissant levier économique. Seulement pour accueillir déjà les compétitions, les choses les plus basiques, c'est d'avoir des stades omnisports, et cela nécessite aussi de lourds investissements. Je rappelle qu'on a organisé la Coupe d'Afrique en 1992. 1992, à nos jours, vous voyez ce que cela fait. Bientôt 30 ans. Mais on a aussi l'Arena. Bien sûr, on a fait des efforts. Mais c'est pour vous montrer. L'arène nationale aussi, bien sûr, le stade omnisport de Diamniadio qui est en construction. C'est pas suffisant, il faut d'autres infrastructures. Non, mais c'est pas suffisant. Vous allez au Maroc, ils ont plus de 30 ou 50 même. Maroc, et c'est des pays voisins en tant que tels, ils ne sont pas si loin. C'est en Afrique. Peut-être quand vous parlez de Qatar ou autre, où les gens sont prêts. Regardez, les gens sont prêts même. On leur dit non pour organiser la Coupe du Monde. C'est en période de chaleur. Ils disent non, il n'y a aucun problème. On va tout faire pour mettre un microclimat au niveau des stades, pour vous montrer le niveau de développement. Mais ça nécessite beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. Vous savez, quand on parle d'investissement, c'est juste des planifications. Oui, les investissements, c'est juste des planifications. Une bonne transition pour poser une problématique. Les décisions pour les investissements en infrastructure ne sont-elles pas généralement plus politiques et même électoralistes qu'économiques dans nos pays en Afrique? Au fait, vous savez, dans nos pays, le plus souvent, lorsque vous êtes élu, la première chose à avoir en tête, c'est comment faire pour réellement pour rester et pour être encore, pour que les gens puissent encore vous réélire. C'est la première chose à se faire. C'est ça qu'on se dit. Ou bien toujours on se soucie de moi, ce que j'ai réellement fait. Or, ça ne devait pas être le cas. Des fois même, vous voyez, de par les campagnes, les gens proposent des programmes très pertinents. Mais arrivés sur place, les gens font autre chose que ces programmes-là. Vous imaginez le Sénégal, en termes de sport, quasiment, on est ballon d'or africain avec Sadio Mané, ainsi de suite. On est finaliste, on est allé à la Coupe du Monde. On parle du Sénégal, on a actuellement aucun stade qui répond aux normes. Il n'y en a pas. Le stade tout simplement de l'amitié, on partage ça avec les lutteurs. Le stade omnisport qui est en construction ne répond pas aux normes? Non, le stade, vous avez dit en construction. Il sera réceptionné dans 18 mois, oui. On l'espère. Et c'est de bonne guerre, on le souhaite. Certainement, à partir de ce moment, je pense même, on va postuler peut-être pour la Coupe d'Afrique. Je le souhaite. Mais quand même, on ne peut pas développer. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de centres, que ce soit Djambar ou autres, qui sont en train de faire un certain nombre d'efforts, mais ça reste encore. Si on veut développer le sport, parce que le sport... Développer le sport, c'est développer l'économie nationale. C'est développer l'économie. Bien sûr, je donne un exemple. Le plus souvent, je le donne aux étudiants. Je leur dis quoi? Un match de Real Madrid contre Barcelone, c'est 200 millions de personnes qui vont regarder ça. Le derby de demain. Le derby une manne importante, une manne financière importante. Sûr. Et vous regardez, c'est les grandes multinationales qui sont capables
Mais pour ça, il faut être doté d'infrastructures de dernière génération. Bien sûr, de dernière génération. Avoir une politique sportive pertinente. Pertinente et tout simplement à long terme. Parce que de 92 à nos jours, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est beaucoup d'années. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Moi, je n'ai pas compris réellement. Donc, on salue tout simplement l'idée du président de pouvoir mettre ces stades-là. Mais je ne parle pas d'un seul stade. Mais il faut aller dans... Vous allez au Maroc, ils ont à Rabat, à Casablanca, partout, ils ont réellement de grandes infrastructures. C'est pour cela, regardez, même leurs petites, même ce qu'on appelle... Mais le Maroc est un pays riche quand même comparé au Sénégal. Petit pays riche comparé au Sénégal, on peut dire... Mais je donne l'exemple du Rwanda, récent, qui ont vécu... Comment arriver alors, puisque vous êtes en train de faire la comparaison, comment arriver à avoir les mêmes infrastructures que le Maroc ou le Rwanda? C'est juste des décisions, infrastructures sportives. C'est des décisions politiques tout simplement. Il faut avoir tout simplement des décisions. Avec des investissements? Avec des investissements. Vous savez, nous on a tout. Avec l'événement du gaz, du pétrole. Les gens, regardez combien d'audiences le président a reçu récemment. Attention avec le gaz, avec le pétrole. On attend des retombées à hauteur de 600 milliards, mais les recettes douanières constituent 1000 milliards. Bien Elles dépassent de loin ce qui est attendu pour le pétrole et le gaz. Attention. Maintenant, ce qui est attendu, vous savez, lorsqu'on sera tout simplement en pleine production, peut-être ça c'est le départ, mais lorsqu'on sera en pleine production, on va dépasser totalement cela. Reste à vérifier. Certainement, bien sûr, reste à vérifier parce que les gens sont en train de faire un certain nombre d'investigations. Mais ce que je disais tout simplement, avec toutes ces potentialités qu'on a là, on pouvait, mais il faudra prioriser tout simplement les dépenses, il faudra véritablement prioriser pour dire que nous, on veut telle infrastructure, et à partir du moment qu'on le fera, on pourra facilement prétendre à ce développement. Parce que tout simplement, gouverner, c'est prévoir quand même. Voilà. Avoir des infrastructures, c'est une bonne chose. En construire, c'est une excellente chose. Mais il y a un hic dans nos pays, leur entretien, leur réhabilitation. J'y arrive, voilà. Vous savez, le Sénégalais n'est pas du tout rigoureux, quoi, de manière générale. N'est pas rigoureux sur soi-même. Vous savez, il y a cette notion, ce qu'on appelle le plus souvent... Vous passez par la route, même ici, vous passez par la route, vous voyez quelqu'un jeter une tasse de café, vous lui dites, mais pourquoi tu l'as fait? Il dit non. Il te dit en Wolof, quoi. Ça, c'est une question de citoyenneté. Certainement. Mais quand on parle de réhabilitation et d'entretien. Oui, ça, c'est du ressort de l'autorité. C'est du ressort de l'autorité. Mais vous savez, l'autorité, au-delà de l'autorité, c'est des comportements individuels. Vous faites un appel à la citoyenneté? Bien sûr, d'abord. Parce que regardez l'exemple des Japonais, des Coréens lorsqu'on a organisé la Coupe du Monde. Le changement de mentalité est un facteur de développement. Le développement, c'est d'abord ici, dans la tête, avant qu'on... C'est dans les comportements. Imaginez, je disais le plus souvent, les ordures là, c'est la somme tout simplement des ordures individuelles qui constituent les amas d'ordures qu'on a. Il suffit juste tout simplement que les gens puissent considérer que ce bien-là, que ce soit même si c'est un bien public, c'est pour moi d'abord, c'est pour les autres d'abord, et je dois me comporter comme si c'était un bien privé. Certainement, il y aura moins de problèmes avec cela. Mais malheureusement, et pour pallier à cela, il faut sanctionner. Le Sénégal, on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Il y a trop de masla en tant que tel. On ne sanctionne pas. Et dans n'importe quel pays, il n'y a pas de sanction. En Europe, pourquoi les gens se développent? Parce que vous jetez une tasse de café. Le Japon est l'exemple patent. La discipline. Et vous avez constaté, c'est des pays qui sont développés. Donc malheureusement, tel n'est pas le cas. À présent, le tour d'horizon de l'actualité économique d'ici, et d'ailleurs c'est l'affaire de Awa Diop. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs que nous démarrons avec la Mauritanie. La société Maersk Decom s'est vue octroyer un contrat de bouchage et abandon des champs Banda Etchof de Tullow Oil. Ces périmètres, qui produisaient principalement du gaz, sont devenus improductifs depuis plusieurs mois. Cet accord concerne la gestion de projets, l'ingénierie, la planification, l'exécution du bouchage et l'abandon de 7 puits d'exploration et d'évaluation existants, ainsi que le retrait et le démantèlement des équipements
sous-marin du site. La planification et l'ingénierie vont commencer dans les prochains jours. Une étude du site est prévue pour le deuxième trimestre de cette année et l'exécution proprement dite du contrat devrait commencer en début d'année prochaine. Les champs de Banda et de Tchof sont situés respectivement à 53 km et 84 km au large des côtes mauritaniennes à une profondeur de 1200 mètres. Transport terrestre, la société Dakar Bamako Ferroviaire pourrait bientôt reprendre ses opérations. C'est en tout cas la volonté affichée par le président Macky Sall au cours du Conseil des ministres du mercredi 26 février 2020. Le chef de l'État, abordant la réhabilitation et la relance des chemins de fer, a évoqué la situation financière et sociale de Dakar Bamako Ferroviaire tout en exhortant les acteurs à la mise en œuvre sans délai d'une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion. Il a à cet effet demandé au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et au secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire de veiller avec la partie malienne et la direction de Dakar Bamako Ferroviaire à la stabilisation de la situation des travailleurs de l'entité et à la réhabilitation de la ligne. Dakar Bamako Ferroviaire, pour rappel, avait été mis sur pied en tant qu'organe provisoire de gestion du chemin de fer à la suite de la rupture en 2015 du contrat de concession de 25 ans conclu en 2003 avec société franco-canadienne Transrail SA. Pour la reprise de l'activité ferroviaire, DBF avait proposé aux deux États un plan d'urgence qui reposait sur la rénovation de la voie ferrée, alors qu'il voulait au départ une reconstruction complète mais très coûteuse des 1287 km du corridor Dakar-Bamako. Le coût de la réhabilitation est estimé à près de 880 millions d'euros pour des travaux devant durer 3 à 4 ans, alors qu'il faudrait 2,6 à 3,5 milliards d'euros pour construire une nouvelle ligne. Et dans le domaine des finances, Khalifa Fund for Enterprise Development, une société émirate dédiée au financement de petites et moyennes entreprises, a conclu un accord de prêt d'un montant équivalent à 100 millions de dollars avec le gouvernement éthiopien pour soutenir des entreprises privées. La facilité, qui serait accordée sur une période de 4 ans, va permettre de financer environ 37 000 projets. 30% du financement accordé dans le cadre de cette initiative sera dédié aux entreprises dirigées par des femmes. Cet accord de prêt survient 7 mois après l'octroi d'un financement d'un montant de 100 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises éthiopiennes. La ressource apportée par le KFED était destinée à soutenir des entreprises qui utilisent la technologie pour proposer des solutions innovantes. En Côte d'Ivoire, les entreprises transnationales vont fournir 60 000 tonnes de cacao aux exportateurs et transformateurs locaux afin de leur permettre de poursuivre leurs opérations. L'accord fait suite à des discussions entre le groupement des négociants ivoiriens, le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire et le Conseil du café cacao. Cette entente représente un véritable soulagement pour les opérateurs locaux qui tiraient la sonnette d'alarme sur leur incapacité à se procurer les fèves sur un marché concurrentiel à l'avantage des multinationales disposant d'une plus importante puissance financière. Preuve de ce désarroi, Suxo, l'un des principaux transformateurs ivoiriens, a déjà mis la clé sous le paillasson d'après le GNI. Pour rappel, le GNI plaide également auprès du CCC pour une allocation de 200 000 tonnes de contrats de fèves de cacao certifiés durables à ses membres. Et pour finir, au Cameroun, selon l'Institut national de la statistique, les prix du poisson pourraient flamber dans les prochains jours, une prédiction que l'institution explique par l'interdiction en début février de l'importation de Chine des produits halieutiques frais ou congelés décidée par le gouvernement. C'est pour éviter l'importation du coronavirus. Selon l'INS, la Chine est le deuxième fournisseur du Cameroun en matière de poissons. Les opérateurs impliqués dans l'importation des poissons surgelés au pays s'approvisionnent principalement à hauteur de 50,6% sur le marché africain, 19,6% en Asie et 12,9% en Europe. Selon les chiffres du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Cameroun importe 200 000 tonnes de poissons par an pour combler la faible production nationale, ce qui fait perdre au pays environ 170 milliards de francs CFA chaque année. Awa Diop, merci infiniment. Ibrahim Ndiaye, un commentaire. Dans le round-up, on a parlé... du réseau ferroviaire. Voilà, parfait. C'est ça. Ça coïncide avec notre thème. Bien, c'est ça, coïncide avec notre thème. Un commentaire après le round-up. C'est ça. En fait, par rapport au réseau ferroviaire, qui est tellement vétuste, je me rappelle réellement lorsque j'étais encore jeune et je faisais mes vacances à Saint-Louis et je quittais Louga pour y aller et je prenais le train. Et actuellement, des fois, je me suis rendu en voiture, mais vous avez les larmes aux yeux en tant que tel. Toute cette zone-là, ça avait créé des zones économiques. Que ce soit Alto Goyard, que ce soit Goressa, que ce soit Sakal, toutes ces zones-là,
lorsque le train y passait, c'était tout simplement des zones économiques. Parce que les gens achetaient et les gens vendaient en tant que tel. Toute cette partie-là, maintenant, elle laissait en rade. L'autre élément, le réseau ferroviaire, tout simplement, permet de transformer la capacité qu'a un réseau ferroviaire pour transporter des marchandises. C'est le premier, tout simplement, en tant que tel. Et malheureusement, c'est dommage qu'on a perdu ce réseau-là. Et c'est une belle initiative quand j'entends le président dire qu'ils veulent qu'on réhabilite tout simplement. Heureusement que les autorités sont conscientes des enjeux. Heureusement, bien sûr. Parce que regardez, ça va traverser, que ce soit Tamba, que ce soit toutes ces zones-là. C'est des zones-là qui économiquement pouvaient se développer avec réellement ces réseaux ferroviaires. Donc, chapeau au président par rapport à cette belle initiative et qu'on se doit de se concentrer et de développer cela. L'autre élément, je pense, on a parlé un peu du cacao, que ce soit en Côte d'Ivoire. L'orbrun, oui. L'orbrun. Et vous savez pourquoi nos pays-là ne se développent pas tellement par rapport à ces matières premières? Parce que nous exportons les matières premières. Or, les matières premières n'ont pas assez de valeur ajoutée. Je pense que nous sommes plutôt dans la malédiction de l'échange inégal. C'est ça. Nous produisons, les étrangers viennent acheter à vil prix, transforment chez eux, nous revendent les produits finis à des prix exorbitants. Je taquinais les gens, je disais, un petit pot de Nutella, peut-être ce sera à 50% ou 60% de cacao. Un kilo de cacao, ça fait même pas un kilo de cacao, hein, mais un petit pot de Nutella peut te coûter réellement. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est de rompre la malédiction de l'échange inégal. Et qu'on puisse réellement mettre en place réellement un tissu industriel capable de transformer sur place. Sur place. Et c'est ça réellement. Tant qu'on ne sera pas à ce niveau, ce sera extrêmement difficile, Madame Moumi, de pouvoir tout simplement se développer. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. Je vous vois sourire. 11h54 minutes. Le temps file vite, apparemment. Le quiz. Vous êtes prêts? Normalement. Je vous vois sourire. Bien sûr. On y va? On y va, je vous écoute. Parfait. Je suis né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie. Je suis chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste, algérien de rail. Ma popularité m'a valu le titre de roi du rail. Je suis l'auteur de la célèbre chanson Aïcha. Qui suis-je? C'est Khaled. Good. Révision de table de multiplication et de division. Ça se complique. Vous êtes économiste. Normalement, c'est un jeu d'enfant. On y va. 5 x 8. 5 x 8, 40. Good. 35 divisé par 5. 35, 17. C'est bien. Vous avez dit 35 ou 37? 35 divisé par 7, c'est 5. Ok. J'ai dit 35 divisé par 5. Okay, par 5, parfait. 7, oui. Vrai ou faux? L'Angola a gagné l'édition 2019 de l'Afro-Basket Homme. Vrai ou faux? L'Angola a gagné l'édition 2019. Faux. Qui a gagné? Le Nigeria. Parfait. Vous faites du 3 sur 3. Super. Vous êtes cinéphile? Vous aimez le cinéma? J'aime. Oui, je regarde un peu. On y va. Qui est l'acteur principal du film Fantomas? Du film Fantomas? Waouh, ça m'échappe. Vous avez 2 secondes. Je passe. Lui de finesse. Dernière question. Devinette. Je suis un roi tout puissant. Je peux me rajeunir. Je ne mange que ce qui est mort dans mes mains. Qui suis-je? Le lion. Non, c'est l'aigle. Waouh. Vous avez fait un 3 sur 5, c'est pas mal pour un Ndiayen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment à Ibrahima Ndiaye. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous êtes professeur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir. Peut-être donnez-moi l'occasion de remercier toute l'équipe non seulement de cette invitation, mais l'autre élément, toute l'équipe de e-radio ou de e-média de manière générale par rapport à ces belles initiatives. Je pense que c'est des initiatives qu'on doit accompagner. L'économie nationale, le nationalisme d'abord avant de passer aux autres. C'est ce que l'Allemagne a fait pour se développer, c'est ce que l'Angleterre a fait pour se développer. Cette notion de protectionnisme est positive à la fois. Oui, qu'on fasse une discrimination positive, nos entreprises nationales avant de penser aux autres.
Parole de Ibrahima Ndiaye, économiste. Merci au duo Birane Cissé, Fatimata Kandiaye. Les deux techniciens ont assuré la partie technique. Merci à Awa Diop Sen à la réalisation. Merci d'avoir écouté votre magazine économique Business Mag qui était en live. Rendez-vous samedi prochain en direct ici sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dans un instant, un autre grand rendez-vous, le Midi Kang avec Antoine Diouf. Merci beaucoup.